Et après, je pense qu'on attaquera la réunion. Il y a des gens qui essaient de se garer. Bon, bah, c'est les vacances, il y a du monde, c'est un peu bazar, il fait mauvais temps. Voilà. Et on attaquera parce qu'on a des délais, on ne peut pas non plus attendre, reporter toutes les quarts d'heure. Sinon, on se soir à minuit, on est encore là. Donc, je vais demander à M. le maire de venir. Et puis après, on enchaînera la réunion quasiment derrière. On prendra les résultats en cours de route. Merci. Bien, je vous fais donc un petit coucou. C'était ça le code ? Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, en ma qualité de maire de Saint-Gervais, je tenais à vous accueillir dans cette belle commune au pays du Mont-Blanc et puis vous dire qu'il n'existe pas de démocratie sans liberté d'expression, qu'il n'existe pas de liberté sans respect, et que toutes les opinions, à partir du moment où elles respectent le respect, sont bien sûr des opinions qui sont entendables et respectables. Donc, n'ayons pas d'a priori sur les idées des uns et des autres, et n'ayons qu'un seul souci, c'est de faire en sorte qu'on se respecte et que l'on évite les excès et les extrêmes. Donc je vous souhaite un bon séjour à Saint-Gervais. Vous allez être obligé de dormir ici, puisqu'on est en alerte orange, que les autoroutes sont bloquées. Donc voilà, il y a la salle ici, hein, pour ceux qui ne pourront pas rentrer. Mais soyez prudents si vous rentrez, effectivement. Et puis bienvenue à tous nos amis des autres pays, en particulier du Val d'Aoste, et puis de toutes les parties de France. Et puis bons travaux, bons congrès. Et puis revenez à Saint-Gervais, pas forcément pour faire un congrès. Il se fait du ski, il y a des thermes, on fait le Mont Blanc, il y a la Folie Douce, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, il y a plein de choses pour vous amuser. Donc aujourd'hui, travaillez. Merci à Didier et puis à son association pour organiser ça. Et puis moi, il faut que j'aille travailler. Donc voilà, bon après-midi. Donc je vais me représenter, et je pense que tout le monde à tour de rôle se représentera, parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire. Donc moi c'est Didier Herbin, je suis le vice-président de la direction des affaires saint-roisiennes qui a été créée dans le courant juin. Pourquoi on a créé cette association? C'est un peu pour contrer nos amis français. D'une part pour avoir nos cartes d'identité, nos plaques. Donc on a créé une loi 1901, on est obligé de passer par là, et par surprise, elle a été acceptée par le préfet, la sous-préfecture, puisque c'est une ville. Donc on peut faire des plaques, on peut faire des papiers, c'est marqué noir sur blanc, c'est encore fait arrêter par les gendarmeries, ils m'ont confirmé que mes plaques étaient tout à fait dans les normes, les numéros étaient bons, donc tout va bien. On va continuer dans le sens où on va vous sortir les cartes grises, bien entendu il y aura les passeports, et donc voilà le but de l'association. On a rentré cette association dans le gouvernement provisoire. Pourquoi le gouvernement provisoire? Parce que pour rentrer dans les grandes instances européennes, il faut être représenté quand même, il faut être représenté. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour aller à l'ONU, comme ça s'est passé, et on a vu le résultat. Voilà, en gros, je schématise, ça passe assez sur Facebook, sur plein de papiers qu'on va distribuer. Voilà. C'était juste pour me faire connaître. Donc je vais vous faire un petit discours qui était préparé au niveau de la DAS. Je ferai un petit discours personnel et ensuite, pour activer, parce qu'on a pris un peu de retard, mais c'était prévu, chaque mouvement invité aura environ 10 minutes de discours. Et ensuite, on passera à nos représentants de l'UNPO qui sont venus spécialement pour vous, et passer à des questions que vous pourrez leur poser sur tout ce que vous avez dans les idées à poser en question par rapport à la savane. Donc je vais commencer par ce discours. On n'est pas bien habitué. Donc mesdames, messieurs, merci de votre présence.
Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire de l'État de Savoie, Fabrice Dugerville, retenu contre son gré par les autorités françaises de manière illégale sur le sol de Savoie. Je voudrais remercier de leur présence les représentants de l'UNPO, organisme des peuples et nations non reconnues, qui se font connaître tout à l'heure, la ANH, Association des Nations de l'Hexagone, qui vient de se créer très récemment, et ensuite toutes les délégations des peuples alsaciens, bretons, Val d'Aoste, où nous avons un représentant, et le Piémont, qui se sont excusés, qui vont pas tarder d'arriver et ils prendront la parole tout à l'heure. Tous les représentants des associations des mouvements savoisiens présents, je les remercie parce que le jour où on arrivera tous se regrouper dans la même idée, je pense que les choses avanceront beaucoup plus vite. Donc nous ne pouvons que déplorer avec quel manque de respect nous sommes traités par les autorités politiques et administratives françaises. Sur la quarantaine d'invitations officielles envoyées, à savoir les 2 préfets, les 5 sous-préfets, les 6 présidents des tribunaux de cour d'appel et TJ, les 2 colonels de groupement de gendarmerie, les 2 directeurs des finances publiques, les 2 présidents des conseils généraux, les 5 sénateurs, les 10 députés. Donc, sur cela, les seuls qui ont répondu à notre invitation sont Madame Dio, députée, Monsieur Montel, président du CG, et le sénateur Cyril Pelva. Donc ils se sont excusés. Pelva devait venir et en cours de route, il y a eu un problème, il n'a pas pu venir. Voilà. Mais ça aurait été bien qu'ils viennent, parce que si ces gens-là ne viennent pas un jour, on ne pourra jamais discuter avec eux. Même qu'ils sont traités français. Et donc monsieur le maire qui ne devait pas venir, et finalement, qui est venu faire son petit bout. Donc la France, pays dépositaire des droits de l'homme, n'a que le nom de pays des droits de l'homme. En effet, depuis 15 jours, les services pénitentiaires refusent toute visite et appel téléphonique à Fabrice Dugerville, même de la part de sa famille, alors que pour les autres prisonniers, il suffit de 8 jours. Il y a eu des petites améliorations comme par hasard depuis hier, grâce à la visite de l'UNPO, qui ne s'était pas fait connue et ça a fait bouger beaucoup de choses. La France, pays dépositaire. Non, je reviens à celui-là. Voici comment la France fait honneur à sa devise. Pour ceux qui l'auront oublié, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Pour les Savoisiens, c'est normal, mais pour les politiciens d'à côté, c'est surprenant, ça pose des questions. La liberté, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la définition de la liberté est qu'elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société l'exercice de ces mêmes droits, ces bornes étant définies par la loi. Liberté de circuler, oui, sauf pour les Savoisiens que l'on retient sur les bords de la route sans aucun motif légal, pour hier. Quand les Savoisiens organisent un rassemblement sur un lieu public, il y a plus de policiers et de gendarmes que de Savoisiens. La liberté d'expression, oui, tant qu'elle va dans le sens que veulent les autorités d'à côté. Dans le cas contraire, on muselle la presse. Aujourd'hui, on devait avoir des gens de la presse, on n'a personne. On fait supprimer toutes les informations ou les affiches qui ne plaisent pas. Cette année, les affiches ont été respectées par rapport à la réunion de l'unité. Quand un médecin dénonce un gros problème de santé publique, on le menace de le radier de l'ordre des médecins. Quand un avocat ose parler des droits internationaux, on le menace de conseils de discipline ou on le radie. Quand de simples citoyens, par leur action ou leurs propos dérangent trop, on les met sur écoute. On les fait suivre jour et nuit pour les faire faire et casser, les casser et faire rentrer dans le rang. C'est ce qui se passe en ce moment. On a l'impression qu'on est dans un film, mais c'est la réalité. L'égalité, la loi est la même pour tous. La distinction de naissance ou de condition est abolie et chacun est tenu
à mesure de ses moyens, de contribuer aux dépenses de l'État. L'égalité devant la justice. Permettez-moi d'en douter. Quand une mère de famille qui n'a pas mis son enfant à l'école, on prend pour 10 mois ferme. Quand vous êtes une personne qui vole dans les poubelles d'une grande surface pour manger, vous êtes condamné. Quand vous roulez avec de fausses plaques, on prend 3 mois de prison ferme. Quand pour avoir partagé une vilaine caricature de Taubira sur son mur Facebook, Anne-Sophie Leclerc a écopé de 9 mois de prison ferme, 30 000 € d'amende et 50 000 € de dommages et intérêts. Mais quand on est dans les quartiers de non-droit à Marseille, que l'on prend pour cible la voiture du directeur de la sécurité publique à l'arme automatique, que l'on retrouve dans votre appartement que 7 Kalachnikov et moins de 20 kilos de cannabis, 2 revolvers 357 Magnum, une BM série 3 appartenant à l'un d'eux avec de fausses plaques d'immatriculation, et à l'intérieur de la voiture, le GIGN a découvert 2 fusils à pompe, 400 cartouches de gros calibre et 3 gilets pare-balles. A précisé une source policière, pas de quoi non plus fouetter un chat et on a purement relâché ces gens. Vivons avec notre temps, soyons progressistes et adoptons-nous à ce monde qui change. Le progrès apporte bonheur. Égalité des traitements devant les dossiers administratifs. Si vous êtes français ou européen, on vous demande des pièces justificatives. Et si vous êtes étranger, on vous remplit de dossiers. L'égalité des peuples entre Français et Savoisiens. C'est le jour et la nuit. Quand on questionne les administrations sur le droit international ou européen, on n'a jamais de réponse. Quant aux questions de justice, on bafoue nos droits les plus élémentaires. Droit à un avocat, droit international. Quand on conteste un procès verbal, on a forcément tort, etc. Seuls 11% des taxes et impôts prélevés en Savoie reviennent en Savoie. Égalité de salaire, le RSA, 499,31 €, le SMIC, 1457,52 € imposable, et un député, 15 627 €, un sénateur, 23 645 € en partie non imposable. Pour ce qui est de la paternité, pendant la Révolution française, la paternité avait vocation à embrasser tous ceux qui, français ou étrangers, luttaient pour l'avènement ou le maintien de la liberté et de l'égalité. La France, donneur de leçons sur le plan international, devrait peut-être appliquer un vieil adage qui dit « Avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre dans le tien ». Voilà une image de la France, pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Je n'ai pas fini. Pour la famille du Jardine, j'avais fait un petit mot, parce que ça me faisait plaisir de le faire. Comme vous le savez, donc, nous passons des moments difficiles par rapport à Fabrice, surtout sa femme et son fils, et sa fille. Fabrice a été au fond de ses idées. Pour nous tous, pour la Savoie, il connaît une période très difficile en cellule, avec une grève de la faim et de la soif isolée de tous. Aucune visite autorisée depuis 3 semaines. Courrier en retard, juste un petit coup de fil, mais vite. 1 jour sur 2 et encore. Un grand criminel a de meilleures conditions d'emprisonnement. Honte à la France, qui se dit pays des droits de l'homme. Réveillez-vous, nom de Dieu. Celle-là, je vous la dis. Il faut qu'on se serre les coudes. Faites-le savoir autour de vous, que les gens prennent conscience que les actions menées depuis des années portent enfin leurs fruits. Et tout ceci sans aucune violence. Nous nous rendons bien compte que cela, ça dérange vraiment l'État français. La preuve en est. On voulait de l'international pour être reconnu. On y est, c'est fait. On a vu le résultat. Un mot à l'ONU, et Fabrice, depuis ce jour-là, il est en prison. Merci à toi, Fabrice. On va se battre pour toi, pour la Savoie, et plus que jamais, vive la Savoie libre.
responsable de la ANH. Stéphane, voilà, ça sera plus simple, il va vous expliquer tout ça. Berthier avec moi, c'est toujours tendancieux de me laisser un micro en Bretagne. Je suis pas en Bretagne, je suis en Savoie, je vais me tenir. Déjà, je voulais remercier l'invitation de l'État de Savoie, de Fabrice Dujardil. C'est lui qui nous avait invités il y a quelques mois déjà. Malheureusement, bon, vous le savez tous, en Savoie, puis on a bien fait passer le mot en Bretagne aussi, pourquoi il n'est pas là, la chaise est vide malheureusement aujourd'hui. Donc, nous le remercions, bien sûr, et nous faisons en sorte que cette histoire est répétée en Bretagne. Nous avons eu une conférence de presse avec quelques médias il y a de ça 2-3 semaines, ils étaient déjà au courant de la prise du Jardin. Ils m'ont appelé Monsieur Dujardil. J'ai dit non, pas encore. Et comme quoi ça arrive en Bretagne aussi cette histoire. Ça commence à les appeler. Donc effectivement, j'ai fait une conférence il y a à peu près une semaine, où devant 200 personnes à peu près, on parlait de l'ANH et j'ai parlé de Fabrice Dujardil. Même nous, alors on est aussi issus du mouvement Bonnet Rouge. Je n'ai rien rappelé au mouvement Bonnet Rouge, mais on a, on va dire dans des mots un peu fous, un peu douillés pendant un an. Même nous, l'arrestation de Fabrice Dujardil nous a choqués. Pourtant, on a eu 70 hospitalisations, un amputé, des bornes et tout ça, des prisons fermes et tout ça, mais même nous, ça nous a choqués. Fabrice Dujardil est l'exemple type du procès politique. La Savoie a touché quelque chose, l'État de Savoie a touché quelque chose. C'est sûr, dans ces moments-là, on a eu ça en Bretagne aussi il y a quelques années, il ne faut surtout pas lâcher. C'est un exemple où vous venez bon bout. Et la NH, je vais revenir, on est là, et la Bretagne vous soutiendra aussi dans votre combat. C'est un honneur pour nous de venir ici, de représenter la Bretagne. C'est prétentieux de représenter la Bretagne. Le mouvement Bonnet Rouge, grosso modo, c'était 40 000 personnes. Donc c'est pas rien. Le mouvement Bonnet Rouge est issu d'une colère. C'est très compliqué. En Bretagne, même l'information passe très mal. La presse est plus que muselée. Les seules informations qu'il y avait des autres pays, dans l'Hexagone, c'était les informations d'État. BFM TV, UTV, alors tantôt on était extrémiste de gauche, tantôt extrémiste de droite. Dans 3 mois on sera bouddhiste, enfin bon, ils ne savent pas où nous caser. Pourquoi ils ne savent pas où nous caser? C'est très simple. Ce mouvement réunit d'un seul coup 40 000 personnes, des chefs d'entreprise, des salariés, des gens de toute tendance, des riches, des pauvres. Tout le monde était là dans la rue. Il n'y avait aucun drapeau français à ce moment-là. Il n'y avait que des bonhommes. Ce qui a fait peur, c'est pas cette révolte d'émeute, de scène de pré-émeute, parce qu'on a vraiment oublié. Ce qui a fait peur, c'est de voir un peuple se lever et de décloisonner la société, de faire abstraction des différences de tout parti, de toute association, de toute collectivité, de toute classe sociale, lutte sociale. Tout le monde s'est uni. C'est ça qui fait peur, qui fait encore très peur à Paris. Et vous aurez des exemples malheureusement en 2015, je pense encore. Je ne vais pas faire un résumé de l'histoire de Bretagne parce que finalement notre histoire elle sort ensemble, tous, au niveau des traités internationaux, des annexions, des abus. Je vous conseillerais à la rigueur, je vous mettrai en relation avec certains livres. Il y a l'histoire abrégée de Bretagne de Louis Monier qui se lit très très bien en PDF, qui est gratuit. Et il y a aussi Point de vue d'un breton, histoire de Bretagne, Point de vue d'un breton, de Jean-Pierre Lemat, qui est un des membres de l'ANH aussi. Sur ce qui se passe en ce moment en Bretagne au niveau des institutions, il y a quelque chose qui s'est créé il y a quelques années, c'est CAD, c'est un cercle de parlement, si vous voulez, qui organise des élections nationales en 2016 bretonne, pour la naissance d'un parlement. Donc nous sommes en train d'essayer de faire bouger les choses, et c'est ce qui marche, pour l'instant. Sur comment dire, l'association des nations de l'Hexagone, je vais revenir vraiment, bon, je ne vais pas parler très longtemps. L'objectif a évolué très vite. Le premier objectif, c'était il y a quelques années, c'était de faire des pôles culturels et économiques entre chaque nation d'Hexagone et communiquer entre nous sans passer par Paris. C'était ça en fait l'idée. Et je suis rentré en contact à ce moment-là avec Fabrice Dujardil. J'avais vu un article de presse et il avait refusé de présenter ses papiers comment à la France en disant qu'il n'y avait aucune légitimité. Je ne le connaissais pas. Donc forcément, je lui ai écrit bravo, normal. Ça nous interpelle toujours. Et de là après, je lui ai parlé de l'ANH. Il était d'accord pour rentrer dedans, et c'était la raison officielle de l'invitation. On devait officialiser nos liens avec la Savoie. Il m'a parlé aussi du parcours de l'UNPO, je ne connaissais pas. Et j'ai vu effectivement par quoi il est passé, la Savoie est passée, et l'allocution qu'il a fait à l'ONU. Là, ça nous a bluffé. Il est rentré comme ça, on l'a pas vu venir, ça avait un écho, il n'y a pas eu d'écho en fait si vous voulez, sauf dans les réseaux, ceux qui le transmettent.
C'est assez important de voir de communication. Et c'était assez impressionnant. Donc, l'ANH a évolué très vite. On a dit qu'on va faire passer avec un seul objectif, cette association, qui est la reconnaissance des peuples minoritaires et leur droit à l'autodétermination. On n'invente strictement rien. Ce sont des droits qui nous sont acquis, normalement, au droit international. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est tout, c'est ça le pire. On a eu plus de pouvoir de décision au Moyen-Âge qu'au XXIe siècle. C'est assez catastrophique pour le pays des droits de l'homme. Pour Fabrice, on a appris récemment qu'il y avait quelques problèmes au niveau des avocats. C'était un peu tendancieux. Donc nous sommes rentrés en contact. Fabrice, on considère comme un membre de l'ANH. Donc on ne va pas laisser tomber. On va mettre en contact l'État de Savoie et la famille avec des avocats bretons. Ceux qui ont connu les procès FLB, ARB et tout bordel. Qui sont des experts en prisonniers politiques. Qui n'ont plus rien à prouver et qui ont un problème aussi avec, disons qu'ils sont sympathisants. Au niveau de l'ANH, ces avocats ont un rôle. La campagne de l'ANH, l'adhésion et de pub, commencera début mars. Elle commencera, si les avocats se mettent en réseau très vite, par une campagne de solidarité, une quête en Bretagne qui sera faite pour payer les frais d'avocat et de justice pour Fabrice Dugerville. Nous suivrons de très près ce dossier, très vite. On aura de la pub, on s'arrangeait, on a la secrétaire de l'ANH qui a fait un très bon boulot, qui a réuni à peu près 250 médias dans l'Hexagone. On est déjà invité dans certains plateaux de télé de Paris. J'ai dit pour l'instant Paris, non, je préfère rester en Bretagne. Pour l'instant, on verra. Donc c'est un souhait voué à prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, on ne va pas trop vite. Je préfère vous parler de ce qui est concret, maintenant. Après, je peux vous parler des championnats inter-hexagonaux que je suis en train de mettre en place. Avec une équipe de foot de Bretagne, de rugby, de boxe et de jiu-jitsu. On essaie de faire ça dans chaque pays, faire des championnats inter-hexagonaux. On fait des rêves de plus. Ça va très très loin, j'ai prévu 70 ans. Mais on va parler, le mois de février, on va y aller doucement. Donc, sur ce que... Voilà, je ne vais pas parler très très longtemps. C'était pour vous présenter un peu les bonnets rouges, vous dire surtout le message que les Bretons suivent de près. C'est une petite délégation, on va pas venir 20 000 personnes, vous en doutez bien. Il y a des problèmes de route, ça va être compliqué. On va suivre de très près le cas de Fabrice. On a des actions qui sont organisées déjà avec l'ANH. On est en train de mettre ça en place sur des banderoles, sur des ponts, sur tout ça, et puis la presse est déjà avertie qu'il va y avoir des actions. Donc ça aura une répercussion qu'on répercutera dans les médias d'Hexagone un peu partout. Et on encouragera, Savoie, il n'y a pas besoin évidemment, mais on rentre en relation avec l'Alsace, les Corses et tout ça pour transmettre cette histoire. Ça va devenir sûrement un déclencheur de quelque chose, cette histoire. Donc pour l'instant, c'est tout ce qui est concret ce que je peux vous dire. L'association est validée, les projets sont là, on prendra contact avec l'UNP aussi pour rentrer. Et ensuite, le soutien, les avocats, c'est du concret, il n'y a pas de blabla. Nous, on fonctionne comme ça maintenant. On remercie encore une fois la Savoie de son invitation. Et on vous soutient, et puis on espère qu'un jour, la Bretagne, la Savoie, et les nations d'Hexagone puissent parler tout simplement. Merci. Je suis tombé dans le bain, on va dire au mois d'octobre, quand avec d'autres personnes en Alsace, je me suis rendu compte que quelque chose clochait par rapport à la fusion qu'on tente de nous imposer sans consulter les populations. Je me posais beaucoup de questions déjà dans ma jeunesse. J'avais entendu parler de mouvements autonomistes, un peu entre les deux guerres, on ne sait pas trop ce que c'était. Voilà, donc il y a eu un élément déclencheur l'an dernier qui a fait qu'énormément de gens ont pris conscience qu'on nous avait menti, qu'on se foutait de nous, qu'au niveau de l'histoire, notre histoire et nos racines, on nous en présentait une version officielle, une sorte de mythologie folklorisée. Donc j'ai décidé de m'engager et je suis rentré dans un parti qui s'appelle Unserland, ce qui signifie notre pays, notre terre. Et donc là, j'ai pas trop l'habitude de parler, donc j'espère que vous allez m'excuser. En fait, ce qui est en train de se passer en Alsace, c'est ce qui s'est passé dans une moindre mesure dans d'autres périodes de l'histoire, dans d'autres régions. Sauf que chez nous, on a eu la chance de ne jamais avoir été découpé. On est resté le même territoire depuis des siècles, même si on a été basculé entre plusieurs puissances, donc la France, l'Allemagne.
La France, bon, je ne vais pas faire toute l'historique de la région, mais est arrivée au XVIIe siècle en Alsace, dans une région qui avait été partie intégrante du Saint-Empire romain germanique, comme vous, en Savoie, qui était de culture germanique, qui était de langue germanique, et donc voilà, la France est arrivée là, a décidé, aujourd'hui c'est la France. Jusqu'à la Révolution française, ça s'est encore relativement bien passé, même s'il y a eu des destructions de villes, quelques massacres et un pouvoir d'administration française qui a investi tous les domaines de la société. Après la Révolution française, ça a basculé dans de l'idéologique. Donc vous êtes français, votre langue doit être le français, vous devez penser français et vos modes doivent être françaises. Voilà, donc le 19e siècle s'est passé un petit peu comme ça, mais on est arrivé à la fin du 19e siècle avec, sur une population à Strasbourg, on pourrait dire qu'un habitant parlait français sur 300, à peu près, c'était la proportion. Le sentiment d'être français a eu vraiment du mal à s'installer, c'était plutôt... on s'est raccroché un peu des valeurs issues de la Révolution par rapport à l'ancien régime, etc. Mais ça n'a pas vraiment pris, quoi. Le gros déclic, ça a été essentiellement l'annexion allemande en 1870, en sachant que ce n'est pas l'Allemagne qui a signé les textes, c'est l'Assemblée nationale française qui a décidé d'abandonner l'Alsace à la majorité, qui a signé, bon, j'ai l'article de loi ici, la France renonce à ses droits, donc de toute éternité, sur l'Alsace et les départements lorrains germanophones. Voilà. On arrive donc à la période allemande. L'empereur d'Allemagne en 1911 a accepté de nous accorder l'autonomie. Donc l'Alsace est devenue une région autonome, avec un hymne, avec un drapeau, avec une constitution et un véritable parlement. C'était la première fois dans notre histoire que nous avions enfin pu avoir quelque chose, un moyen de nous gérer par nous-mêmes, toujours en étant soumis à l'empereur. 1918, l'armistice. Le Parlement régional devient un Parlement national. L'Alsace proclame son autonomie, son indépendance, je suis un peu... Voilà. Les différents pays, les États-Unis, l'Angleterre, décident de permettre l'indépendance de l'Alsace et d'organiser un référendum d'autodétermination. Le 22 novembre, les troupes françaises rentrent dans Strasbourg, distribuent des drapeaux, il y a la pièce populaire parce que la guerre est finie, donc le gouvernement français dit bon, ben, il n'y a pas besoin de référendum, pas besoin de consultation populaire, les faits parlent d'eux-mêmes, c'était la liesse, donc vous souhaitez rester français, de toute façon l'indépendance il n'en est pas question. Notre législation en Alsace, qui était héritée de différentes périodes de l'histoire, on a décidé de nous la supprimer, ce qui a provoqué des grèves monumentales et un boom de l'autonomisme. Donc les autonomistes sont devenus, entre les deux guerres, la principale force politique en Alsace. On avait des élus à l'Assemblée nationale. Donc ça, il faut quand même le savoir. Sauf que déjà, à cette période-là, l'autonomisme, ça a été présenté comme quelque chose de douteux, de tendancieux, des extrémistes, voilà. Alors qu'en fait, le Heimatbund, c'est-à-dire l'union de la patrie qui s'est créée, rassemblait tous les éléments du spectre politique en Alsace. Il y avait des communistes, le Parti communiste, dans son congrès international, a décidé que le peuple alsacien devait pouvoir avoir le droit de décider de son sort. Voilà. Donc tous ces éléments-là ont été absolument niés par la France. Il y a eu des emprisonnements. En 1919, de toute façon, la France avait décidé que la population devait être triée, donc il y a eu des commissions de triage. On a créé 4 catégories de gens dans la population, A, B, C, D. D, c'était les gens qui étaient à expulser. A, c'était les bons Français, ou les descendants de Français, ou ceux qui avaient les 4 grands-parents français. Et en fait, ce sont des lois raciales, voilà, c'est de l'épuration ethnique qui a été pratiquée, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Voilà, donc là on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un électrochoc parce que le côté germanique de notre culture et de nos traditions, après la Deuxième Guerre, par rapport au nazisme, les gens ont décidé de tout envoyer balader et de devenir plus français que les Français. Il y avait une honte à être ce qu'on était, une honte à parler notre langue, une honte à la transmettre aux enfants, une honte à s'affirmer alsacien.
Et donc ça a été une lente, ça a été la fin du dialecte, la fin de la pratique de notre langue, la fin de la conscience nationale qui avait eu lieu entre les deux guerres. Et voilà, donc là on se retrouve l'année dernière avec un gouvernement qui décide de nous fusionner avec la Champagne, la Lorraine. Alors on n'a rien contre les Champenois, on n'a rien contre les Lorrains. On avait dit dans une manif, on aime tellement les Lorrains qu'on n'a pas envie que la Lorraine disparaisse. Parce que l'argument qu'on nous lance à la tête, c'est que vous êtes des identitaires, vous voulez vous fermer, vous voulez vous couper des autres, vous voulez être un village d'Astérix, vous êtes un écomusée, vous êtes voilà. Vous êtes des extrémistes de droite, vous êtes des fascistes, avec tout un tas d'arguments qui ne tiennent pas la route, quoi. Et le miracle, moi j'appelle ça un miracle parce que ce drapeau qu'on avait en 1911, cet hymne national que plus personne ne connaissait, le drapeau, il y a 100 ans, il y a un an, il y a peut-être une centaine de personnes en Alsace qui savaient qu'il y avait un drapeau alsacien. Le drapeau qu'on a sur toutes nos mairies, c'est le drapeau administratif de la région française qui fusionnait les deux départements, donc ça a été créé par la France. Là. Notre drapeau historique, qui correspond à notre constitution, le rouge et blanc, là, que vous voyez à droite, personne ne sait ce que c'était, et c'était présenté dans les livres d'histoire comme quelque chose de mouvement peut-être lié au nazisme. Voilà, le miracle, et là on a écrit sur Facebook, on a même remercié Emmanuel Valls pour la fusion, parce que ce qu'on lui a dit, c'est que quand même en un an, il a fait plus pour la cause autonomiste alsacienne que 40 ans de militantisme. Parce que les gens, tout d'un coup, se sont rendus compte qu'il y avait un drapeau, tiens, c'est quoi ça? Il y a des gens qui ont commencé à l'accrocher à leur maison. Il y a des gens qui ont commencé à s'identifier à ces couleurs, qui se sont rendus compte que la version officielle de l'histoire, c'était de la connerie, et que quelque part, on nous avait complètement spolié de nos droits. Alors, on a un petit désavantage par rapport à vous en Savoie, c'est que vous avez été un pays indépendant, vous avez été une nation, donc quelque part, vous avez une justification historique, en tout cas avant 1860, avant que vous soyez fait... voilà. Nous, on n'a jamais eu cet État indépendant, à part une dizaine de jours en 1918. Donc là, on a beaucoup plus de mal, même dans l'esprit des gens, à expliquer ce que c'est, à expliquer ce qu'on veut, à expliquer ce qu'il est possible de faire. Bon, le mot indépendance, de toute façon, ça fait très peur. Alors on dit oui, mais on s'en sortira jamais. Les gens ont peur de perdre leur stabilité. Alors du coup, actuellement, ce qui est en train de monter en puissance, c'est l'autonomisme. C'est vrai que l'autonomie, quand on commence à expliquer aux gens ce que c'est, on parle de la Suisse, on parle de l'Allemagne, on parle d'autres régions. En fait, pratiquement toutes les nations en Europe ont des régions autonomes, avec un budget qui leur permet de se gérer, qui leur permet de décider, en tout cas, d'une bonne partie de leur sort. Et ça, sans même parler d'indépendance. Alors, quand on explique ces quelques notions, on parle de l'Allemagne et de la Suisse, le Pays de Galles, l'Écosse, etc., et la Catalogne, les gens disent, mais on est tout à fait d'accord avec ça. Du coup, si c'est ça l'autonomie, on signe demain, quoi. Alors ça, c'est une première étape, pas forcément la dernière, mais en tout cas qui est très importante, parce que pour la première fois, depuis 80 ans, depuis les mouvements autonomistes de l'entre-deux-guerres, les gens ont de nouveau conscience d'être différents, d'avoir une histoire, d'avoir une langue qui n'a pas été transmise parce que la France a décidé qu'elle ne devait pas être transmise. Ils ont de nouveau conscience de faire partie d'un ensemble qui est peut-être plus large, qui regarde vers l'Est, vers l'Europe. Et ça, je pense que c'est très important, et surtout ça gère dans les jeunes générations. On n'a jamais vu autant de jeunes, des gamins avec un drapeau, dans les manifs, des blocages d'autoroutes, des opérations d'escargot avec des motards, des choses comme ça, des choses qui n'étaient jamais vues, parce que les Alsaciens, c'est quand même des bons vivants, un peu germaniques, on ne manifeste pas, on râle devant la télé avec les pieds sur le canapé et les pantoufles. Et là, je pense qu'il y a un miracle, effectivement, qui a eu, enfin, j'appelle ça comme ça, qui a eu lieu en 2014. Voilà. Donc là, je suis là aujourd'hui parce que je me suis investi dans ce parti Unite. Ce parti, pour la première fois depuis la guerre, est en mesure de présenter sur plus de la moitié des cantons en Alsace des listes autonomistes. Voilà. Donc on n'est plus, sans dire de conneries, on est le troisième parti
en termes de candidats en Alsace actuellement pour les départementales. Les RLEFN et UMP. Voilà. Et loin devant le PS. Voilà, donc là on va voir ce que ça donne. On est conscient qu'on est la cible de toutes les attaques. Dans les premiers tracts de campagne, effectivement, on nous présente, voilà, il y a déjà eu les premiers trucs, l'UMP qui nous sort notre Alsace, c'est pas le passé, notre Alsace c'est notre espérance, pour bien montrer que les autonomistes c'est le passé, c'est du folklore. En fait, au courant de ces manifestations, j'ai eu pour la première fois contact avec Fabrice Dugerville, grâce à Taylor, parce que j'ai eu l'idée lumineuse un jour de poster un appel à manifester sur Facebook par rapport à nos manifestations en Alsace, et donc on a eu grand plaisir d'accueillir une délégation savoisienne qui est venue se joindre à nous avec des Bretons et quelques Corses. Et en fait, ça a été le déclic un petit peu. Donc là, on s'est vraiment rendu compte que quelque chose était en train de bouger dans les quatre coins de la France et que c'était une nécessité absolue de fédérer les énergies. Même si nos expériences ne sont pas les mêmes et que les buts poursuivis ne sont pas forcément les mêmes, je pense que c'est vraiment le moment où il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, mettre le pied dans la porte. Et bon, la preuve, c'est que l'arrestation de Fabrice montre bien qu'au niveau de l'État, il y a une forte angoisse et une peur de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Donc, moi, je ne vais peut-être pas faire plus long. Pour ceux que ça intéresse, j'avais préparé un discours de 12 pages avec l'historique de la région et tout ça. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me donner votre adresse email et je vous transmettrai en détail ce qui s'est passé, les détails d'annexion. Voilà. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour votre invitation aujourd'hui. Remercier Fabrice, remercier Taylor, remercier l'État de Savoie de nous avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes arrivés en retard justement, mais justement on vient de l'Italie donc. Non, Bien, non on vient de l'autre côté de la Savoie, on vient du pays de Piémont et on veut vous porter les salutations du peuple piémontais, du mouvement culturel et politique qui depuis quelques années travaille et est en train d'essayer de soulever et de hausser le niveau de conscience d'une réalité ethno-linguistique très particulière par rapport en général à l'État italien. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire aujourd'hui de parler du Piémont, de l'histoire du Piémont. Vous savez très bien que nous, on a été avec vous de la Savoie le même État pour plusieurs siècles. Et c'est une chose qui est peut-être méconnue parce qu'on ne dit pas ça, on monte pas ça à l'école. Normalement, à l'école, on parle d'Italie et on parle seulement d'Italie, de la langue italienne, pas de nos langues, pas de nos traditions. Mais je crois que c'est la même chose en France. Et justement, on dit souvent que l'Italie est la mauvaise copie de la France. Je crois que ce soit la mauvaise copie de la France. Et pourtant, il y a certaines différences, certaines péculiarités. D'un point de vue administratif, il faut peut-être souligner le fait que l'Italie est divisée en 20 régions, dont 15 sont à statut régulier, ou normal comme on dit, et 5 sont à statut spécial. Une chose qui est, je crois, inconnue et peut-être même impossible à en prendre d'un point de vue constitutionnel. Les statuts autonomes ou spéciaux des 5 régions est à son tour différent pour les 5 régions. Et là, c'est une chose intéressante et selon moi une chose qui on peut nous donner à réfléchir. Les statuts d'autonomie plus forts et peut-être une des statuts plus forts en Europe, qui est, je dirais, presque de l'indépendance, les statuts de la région du Trentin et du Sud-Tyrol, où il y a on peut dire, si on veut blaguer, qu'il y a une petite colonie allemande. L'Italie a même la chance d'avoir une colonie allemande, qui est là, le Sud-Tyrol. C'est très intéressant parce que les statuts, d'un point de vue du pouvoir politique, économique et administratif, donnent une liberté, je dirais, presque absolue. Du point de vue, par exemple, des impôts, etc. Il y a des autres régions autonomes, il y a la Sicile, il y a la Sardaigne, il y a la Valle d'Aoste, que vous connaissez très bien.
en général, il y a une chose qui, je crois, est très normale en Europe, c'est-à-dire l'autonomie et le fait de reconnaître les particularités ethno-linguistiques est plus fort où il y a une région frontalière qui a une puissance, qui a une affinité ou une identité même avec un autre pays de l'autre côté de la frontière. Le fait d'avoir l'autonomie en Trentin, dans le Sud-Tyrol, est bien sûr évidemment lié au fait qu'il y a une Autriche, qu'il y a un peuple allemand, qu'il y a un peuple autrichien, qu'il y a une population qui parle une langue qui est normalement censée être un dialecte, mais peut-être une langue, de toute façon une langue germanique. La même chose se passe, mutatis mutandis, pour la vallée d'Aoste, avec ses affinités avec historique, surtout historique, avec la France et avec la Suisse romande. C'est une chose à réfléchir parce qu'évidemment, nous on sait très bien que le fait d'être une région à la frontière n'est pas nécessairement une chose qui montre être une minorité. Et pour nous, je pense, pour la Savoie, pour le Piémont, nous n'avons pas des voisins, des proches puissants qui peuvent nous aider. Nous on est tous les deux, je dirais, pauvres dans le sens de n'avoir pas une puissance étrangère qui puisse nous défendre. C'est une condition peut-être plus pauvre mais plus typique, plus normale, plus régulière, et peut-être là c'est la raison pour laquelle il faut travailler ensemble, il faut travailler avec les autres. Moi je continue à les appeler petits peuples parce que je trouve qu'il n'y a aucune honte à être un petit peuple. Je ne veux pas être un grand peuple. Il y a plein de choses à faire. Moi, dans la petite partie de la présentation de l'Alsace que j'ai entendue, j'ai entendu toucher plein de thèmes qui nous touchent tous. Il y avait les thèmes de l'indépendance économique, il y avait le thème de l'indépendance politique, le fait qu'en général, et nous comme en France, mais je dirais un peu partout, il y a peur. Il y a peur de certains mots. Indépendance, sécession est un mauvais mot. Parce qu'apparemment il serait contre une globalisation. Il faut étudier, il faut travailler. La globalisation économique n'est pas la même chose que la globalisation politique. La globalisation économique est fondée, marche sur la division du travail, et normalement je dirais qu'elle nous porte bien. La globalisation politique est la globalisation qui amène à avoir des États toujours plus centralisés, toujours plus puissants et toujours, je dirais, plus renfermés en eux-mêmes. C'est le cas de l'Europe aujourd'hui. Je ne sais pas si avec l'Europe nous on a gagné, dans le sens que je ne sais pas si on a plus de liberté, plus de possibilités qu'auparavant. Il faudra en discuter, il faudra en parler. Je pense quand je parle avec des collègues, des amis français, qu'en fait il y a une très grande dispute dans les dialogues, c'est-à-dire on n'est pas très content en général de comment les choses marchent en France. Je peux vous dire en Europe, pardon, et en France aussi. Mais là, il faudra discuter. Il faudra vraiment se rencontrer plusieurs fois pour discuter, avoir des projets politiques. Je ne sais pas combien de temps j'ai eu. Parce que moi, je travaille à l'université, donc je peux parler pour des heures. Bon, mais je trouve que quand même Et alors là, je m'arrête. Pour encore mes salutations, mais surtout les salutations de mes amis du mouvement Gioventù Piemontese, du parti politique Piemonte Stato, un parti qui est né il y a quelques années. Comme vous le savez, il y a pas mal de mouvements autonomistes en Italie, traditionnels et nouveaux. Peut-être là, une autre chose qui nous fait un peu différent de la France. Quand même, je dirais que le niveau général la
puissante de ces mouvements et en général de la conscience autonomiste et de l'identité linguistique en Italie n'est pas du tout. Je dirais que nous avons tout à apprendre de vous. Et donc on est là pour ça, pour apprendre et pour discuter, pour parler avec vous et pour renforcer les liens historiques qui nous lient. Merci. À tous les amis présents dans la salle, merci à Didier pour l'invitation. Je suis Valdotin et je parle au bonjour à tous les amis de Samoué, à nos frères de Samoué. Deux peuples unis par l'histoire pour presque 10 siècles, divisés par les caprices de la maison de Savoie. Et donc maintenant vous êtes avec Paris et nous on est dans la mer italienne. Et on reste là encore, on n'a pas la capacité de réagir. L'argent de Rome nous a couverts totalement. Et maintenant il y a quelque chose de pire de l'argent, c'est l'andrangheta qui avance énormément. Soyez très prudents, même chez vous. L'andrangheta est très puissante, a énormément d'argent. Elle est présente totalement dans le nord d'Italie, dans le Piémont, Milan, et bien sûr même en Val d'Aoste. Là, j'ai bien entendu parler d'autonomie, mais nous sommes dans un régime d'autonomie depuis presque 70 ans, et bien, on n'a pas le moyen pour se défendre. C'est toujours l'Italie qui, quand même, qui donne les règles. On peut faire les lois qu'on veut, mais doit toujours être, comment dire, partagé avec le cadre national italien. Et donc l'autonomie, à mon avis, c'est une fausse façon de tenir un peuple sur soi-même. Et ça pour dire qu'on est toujours vigilant, on est toujours prêt à défendre notre culture, notre langue. Il y a toujours des centaines d'immigrés qui veulent apprendre le patois, pour faire un exemple. Mais notre culture recule, les Français reculent, vous êtes prêts, bien sûr quand vous déplacez un Val d'Aoste, vous voyez qu'il y a toujours moins de francophones, il y a toujours plus de gens qui vous regardent avec la haine dans les yeux. Nous on est un peuple très accueillant, très disponible à l'immigration, mais quand les immigrés vous regardent avec la haine, n'ont aucune envie de partager votre culture et votre savoir, alors là ça crée forcément des divisions. Mais c'est toujours les immigrés, de toute façon, qui luttent à côté de nous pour défendre notre terre, notre culture. Et l'exemple d'aujourd'hui, c'est que j'invite là Patrice Bertoni, oui, parce que c'est un Savoisien qui parlera mieux du Val d'Aoste que moi. Bravo. Bien. Diego a trouvé le moyen d'écourter son intervention. Comme j'étais assis à côté de lui, il me disait 10 minutes, c'est pas possible, même 30 secondes et tout. Je m'appelle Patrick Bertoni, beaucoup d'entre vous me connaissent. J'ai été pendant 25 ans journaliste à l'hebdomadaire Le Faucigny, que j'ai quitté le 1er janvier, grâce à un changement de propriétaire et à une ligne éditoriale qui n'était plus tout à fait celle qui valait auparavant, c'est-à-dire une grande liberté de choix de sujets, traitement des sujets par les journalistes qui composaient la rédaction. Cela grâce à un monsieur qui est mort en juin 2013, Pierre Plancher, qui n'était pourtant pas indépendantiste, qui n'était même pas savoisien ni de ce côté ni de l'autre, puisque c'était des gens qui venaient de l'Ardèche et qui avaient repris le vieux journal de Bonneville qui s'appelait L'Ombroge et qui existait depuis 1864. Bien, donc je n'ai jamais appartenu à un mouvement, simplement le Faucigny a été le premier vecteur de la parole indépendantiste moderne, avec des chroniques que publiait Jean de Pingon, au départ non pas sous son identité, mais sous un pseudonyme. Et c'est à partir de là, à la fin des années 90, que Jean de Pingon s'est servi de la tribune que lui offrait le Faucigny, et en l'occurrence Pierre Plancher, qui je me rappelle n'était pas indépendantiste, mais qui avait une large ouverture d'esprit, c'est le moins qu'on puisse dire, s'est servi donc du Faucigny pour créer, sans d'ailleurs qu'on soit les premiers à s'en apercevoir au Faucigny, pour créer la Ligue savoisienne, qui aurait eu 20 ans cette année, puisqu'elle a été créée en février 95 et qu'elle a disparu en octobre 2013. Je
Je connais un peu le Val d'Ost, tout simplement parce que lorsque le tunnel du Mont Blanc a ouvert en 1965, j'avais 7 ans, et que mon papa a traversé au plus tôt ce lien, puisque comme mon nom l'indique, et comme l'avait dit joliment une fois le président Nicolas Sarkozy lorsqu'il est venu pour le 150e anniversaire de l'annexion de la France, je suis un Savoisien de l'autre côté, comme son épouse Carla Bruni. Donc nous avons traversé ce tunnel avec mon papa, j'avais 7 ans, et ce qui m'avait marqué, et la remarque que je lui avais faite, je lui avais dit, mais papa, on n'est pas en Italie, ici ils parlent tous français. Effectivement, en 1965, en Val d'Ost, chez nos frères et nos sœurs, à l'époque on parlait encore très très largement le français. Diego pourra vous le confirmer, notamment dans les campagnes, dans les vallées latérales, la vallée principale, celle de la Loire-Valtais. Après, ça s'est effiloché, et Diego en est une preuve vivante. Il me disait qu'à l'âge de 20 ans, il ne parlait pas un mot de français, puisqu'à la maison, ses parents ayant vécu l'italianisation forcenée imposée par Mussolini, eh bien, on ne parlait plus le français. Et donc, Diego l'a appris, on peut dire, sur le tas. Et par moments, il bute encore sur des mots, mais c'est ce qu'il fait encore avec son accent, c'est ce qui fait tout son charme. En Val d'Ost, vous avez effectivement un ferment encore de vrais Valdotins, c'est-à-dire de culture francophone ou franco-provençale ancestrale. Il ne faut pas oublier que lorsque la Maison de Savoie reconnaît le français comme langue officielle en Val d'Ost, ce n'est pas une langue qu'elle impose, c'est une langue dont elle constate qu'elle est la plus communément parlée, puisque jusqu'alors, notamment dans les actes administratifs, c'est le latin qui prévalait. Donc il existe encore un ferment qui est tout petit, trop petit, confirmera et le développera Diego, mais il existe toujours. L'un de ses plus ardents défenseurs était l'écrivain Pierre Lexer. J'ai presque une pointe d'orgueil pas mal placé à le dire, mon ami Pierre Lexer, qui est décédé récemment à l'âge de 93 ans, qui était né de parents valdotins à Paris, de parents qui avaient émigré pour trouver du travail à Paris, mais qui étaient originaires par ses grands-parents auprès desquels il a été élevé, qui étaient originaires de Fénis. Pierre Lexer est un ardent défenseur, un défenseur un peu désespéré sur la fin de l'usage du français en Val d'Ost, et avec lui a disparu vraiment plus qu'une page de la littérature française, parce qu'il ne faut pas confondre la France et le français, et qui avait été reconnu comme tel par l'Académie française en 1996. Voilà, c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Je voulais rendre ce petit hommage à Pierre Lexer, qui était un type extraordinaire, qui avait mis en pratique ses idées, puisqu'il avait réussi à la fois à appartenir aux forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire à la résistance, et après il s'était engagé dans les forces françaises libres, et il avait contribué à la libération de Turin des forces nazifascistes aux côtés des partisans italiens. Dernière chose, puisque j'ai été pendant 35 ans journaliste, je le suis encore un peu, dont 25 au Faucigny. Notre ami alsacien s'est plaint, notre ami breton, je crois plutôt, s'est plaint de l'ostracisme de la presse, on va dire française, à l'égard des mouvements autonomistes, indépendantistes, régionalistes, etc. Pour avoir pratiqué longtemps, en tout cas pendant 10 ans à la Voix du Nord, dans cette presse, je dirais, que j'appelle d'officialité, il n'y a rien là d'étonnant. C'est une presse conformiste, c'est une presse légitimiste, qui donc ira toujours dans le sens du pouvoir, quel qu'il soit. Si demain vous prenez le pouvoir, c'est malheureux ou c'est heureux, mais elle ira aussi dans votre sens. Il faut aussi savoir qu'à la Libération, il y a eu le programme du Conseil national de la résistance, a eu une idée très noble de la presse, il fallait que les journaux appartiennent aux journalistes. Alors ça a duré quelques temps, puis après ça s'est effiloché. Après il y a eu des grands groupes, le groupe Hersan. Robert Hersan, c'était le catalyseur de toutes les haines des journalistes, et y compris la mienne quand j'ai débuté, puisqu'en plus il avait un peu collaboré avec la presse vichiste. Maintenant, vous avez des groupes qui sont moins emblématiques, puisqu'ils ne sont plus représentés par une personne qu'on peut facilement identifier et haïr. Et parmi un de ces groupes, c'est le Crédit Mutuel. Lorsque le matin, vous achetez le Dauphiné Libéré, qui est l'unique quotidien de 9 départements, enfin 7 complets et 2 partiels, de la région Rhône-Alpes et de la région Provençale-Côte d'Azur, eh bien, vous donnez de l'argent au Crédit Mutuel.
Mais lorsque nos amis alsaciens achètent le matin l'Alsace et les DNA, ils donnent aussi de l'argent au Crédit Mutuel, puisque le Crédit Mutuel a fait également, si j'ose dire, main basse sur la presse d'Alsace. Il a fait également main basse sur la presse de Lorraine. Le Républicain Lorrain et l'Est républicain lui appartiennent. Il a fait également main basse sur la presse de Bourgogne. Le bien public lui appartient. Il a fait également main basse sur le Progrès de Lyon, dont je rappelle, pour y avoir un petit peu travaillé, c'était aussi au point de l'orgueil mal placé, qui s'était sabordé en 1942, et rares avaient été ceux qui n'avaient pas accepté de collaborer avec le régime de Vichy. Donc en gros, de la frontière belge jusqu'à la Méditerranée, ou peu s'en faut, puisque le Progrès avec le Dauphiné libéré avec son édition Vaucluse Matin, comme son nom l'indique, touche jusqu'au Vaucluse, de la frontière belge jusqu'à la Méditerranée, dans une ligne descendante, eh bien, vous avez un unique patron de presse, c'est le Crédit Mutuel. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, après cela, qu'il y ait une mélodie générale du nord au sud qui s'impose dans les colonnes des différents journaux appartenant à ce groupe qui s'appelle EBRA, E pour Est, B pour Bourgogne et RA pour Rhône. Voilà. Donc il y a encore quelques exceptions. Le Faucigny en était une, et je dis en était parce que le changement de propriétaire, et beaucoup d'entre vous le déplorent et ont constaté, a fait que la parole savoisienne est beaucoup moins présente, pour ne pas dire plus présente. C'était aussi le fait d'un homme, Pierre Blanchet, qui est décédé et qui tenait à ce que les paroles autres puissent également s'exprimer. C'est aussi une manière de faire retomber la pression. Moi j'ai souvent dit, et j'en terminerai là-dessus, le Faucigny c'était une espèce de cocotte minute, quoi, avec son petit truc qui tourne là, ça permettait de faire sortir de la vapeur et ça évitait que la cocotte n'explose. Donc je souhaite, en tout cas à nos amis savoisiens et piémontais, et valdotins et d'autres, et bretons et alsaciens, qu'ils puissent, parce que nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres, qu'ils puissent créer leur propre presse, y compris sous la forme papier. Je date d'une époque où le papier avait encore son importance et j'ai un attachement particulier, parce que la presse traditionnelle, la presse d'officialité, la presse de légitimité, vous l'avez tous compris, il ne faut pas du tout en attendre grand-chose. Merci. Messieurs, chères Savoisiennes, chers Savoisiens, nous nous réunissons ce jour en la compagnie de l'UNPO, l'Organisation des peuples et nations non représentées, et de certains responsables politiques qui nous ont fait l'honneur de nous rendre visite. Ce jour est donc, pour notre mouvement, une étape considérable qui s'inscrit dans un parcours long, difficile, mais pas moins fructueux. Nous allons relater ce parcours dans cette élocution, mais avant toute chose, nous aimerions ici rendre hommage à une personne sans qui, vous ne pouvez ignorer, nous n'aurions jamais pu franchir toutes ces étapes. Fabrice Dugerville, le moteur de notre action, sa clé de voûte, ne peut hélas être présent ce jour. Il fut incarcéré le 28 janvier 2015 pour des motifs politiques qui sont mis en évidence par la disproportion de la peine qui lui est infligée au regard des faits qui lui sont reprochés. À ce jour, il n'est toujours pas libéré. Nous ne tiendrons pas ici l'office d'un juge, mais nous constatons cependant la coïncidence des emprisonnements avec la visite de l'UNPO. Cet emprisonnement injurieux de la justice s'étend sur une durée considérable, 3 mois de prison ferme réservée à Fabrice. Il ne faut pas voir ici une once de justice, car la justice, c'est pour beaucoup l'individualisation de la peine. J'invite ceux qui connaissent la vertu de cet homme à répondre aux questions suivantes. Fabrice Dugerville est une personne dangereuse envers les individus. Pourquoi priver une famille d'un mari, d'un père, ne la laissant sans ressources, et meurtrie par la souffrance qu'il endure? Au fur et à mesure que les jours s'écoulent, notre inquiétude grandit. Nous craignons l'effet qu'aura cette peine. Par l'autoritarisme français, voilà un homme honnête, exemplaire dans ses actions, parfaitement intégré à la société, écarté de celle-ci. Mais pour protéger quels intérêts? Qui se trouve offensé par des plaques savoisiennes? L'environnement carcéral est des plus brutaux. Fabrice en souffre d'autant plus qu'il n'y a pas sa place et que ses conditions de détention sont indignes, cantonné à l'isolement, confronté à une administration pénitentiaire qui profite de son inconnaissance des droits les plus humains dont jouissent les détenus pour lui en empêcher l'exercice.
La prison est une épreuve qui, par exception, ne rend pas plus fort. Elle détruit et peut mener au désespoir. Nous n'agirions pas ce spectre, en présence de ses proches, mais si Fabrice n'avait pas entamé depuis le 28 janvier une grève de la faim, et s'il ne se renouvelait pas à plusieurs reprises une grève de la soif, des actions qui témoignent tant de son courage que de son désespoir. En dépit de cet état de fait tragique, la visite de l'UNPO représente pour la Savoie un très bon augure qui reste assombri par l'absence de son plus fervent représentant. Notre mouvement se trouve atteint en son cœur, mais dans un esprit combatif, nous allons initier ce discours en développant l'historique de notre cause. Cette historique se résume en quelques dates. En mars 2014, l'État de Savoie prenait contact avec l'UNPO. Ce premier contact sera suivi d'une rencontre qui mènera le 28 juin 2014 à Munich lors de la 17e session de l'UNPO à la reconnaissance du peuple savoisien. Le 30 août, fort de cette reconnaissance, l'État français, par le biais de son journal officiel, reconnaissait à la DAS la possibilité d'émettre ses propres documents officiels, carte d'identité, passeport, acte de naissance, acte de décès et plaque d'immatriculation. D'autres suivent. Le 15 septembre, nous étions invités au Parlement européen par le biais de l'UNPO, au Parlement européen de Bruxelles. Le 25 et 26 novembre, nous étions conviés à l'ONU. Quelques jours avant la venue de l'UNPO, Fabrice Duverville a été enfermé. Ainsi, vous pouvez constater l'évolution dans notre cause a fait l'objet, mais il serait trop simple de relater ce processus sans évoquer le contexte dans lequel il s'inscrit. Nous débutions notre lutte dans le cadre d'une non-reconnaissance chronique de l'identité savoisienne. Il nous est encore aujourd'hui défendu de prétendre, lors de nos manifestations, d'appartenir à une nation savoisienne. Nos revendications sont ignorées des autorités publiques et, peu à peu, l'ignorance s'est mutée en un mépris. En plus de ne pas reconnaître nos droits, on nous a accordé pour seule réponse des moqueries, des fausses concessions, des mensonges. En feignant d'accorder de l'importance à nos revendications, la France a subrepticement étouffé nos ressources, court-circuité nos alliances, surveillé nos échanges, sans jamais avoir le courage de reconnaître la responsabilité de ces atteintes. Récemment, le mépris a cédé à la violence. La répression est une forme de violence légitimée par le droit, un droit qui exclut le nôtre, essaie à nous menacer et, le cas échéant, nous opprimer. Fabrice Duverville en offrira un meilleur témoignage lorsqu'il aura été libéré. Ce contexte si ancien est pourtant encore aujourd'hui pesant sur notre cause, qui se trouve amputé de son leader. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide de l'UNPO, mais aussi le soutien de chacun d'entre vous. À court terme, nous nourrissons de la plus grande espérance de réitérer ce rassemblement avec l'UNPO, mais aussi avec chacun d'entre vous, une fois que l'environnement dans lequel nous œuvrons sera moins hostile. En présence de Fabrice Duverville, nous aurons l'occasion de mener des développements plus sereins, plus constructifs, des débats plus nourris, mieux documentés et donc plus efficaces. C'est pourquoi j'insiste dorénavant pour que cet événement se reproduise, pour que l'UNPO puisse à nouveau nous faire l'honneur de sa visite et ainsi empêcher l'État français d'étouffer la défense de notre cause. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais juste vous lire le discours qui a été fait par Fabrice à l'ONU le 26 novembre 2014. Je représente aujourd'hui le peuple de Savoie, peuple millénaire sur un territoire jouxtant Genève et que la France a annexé depuis plus de 150 ans. Après les violences physiques perpétrées sur nos aïeux en 1871 et 1914, nous ressentons de plus en plus une forme de violence psychologique
avec un refus systématique de l'application de nos droits acquis par des traités internationaux comme la suppression de notre nationalité, notre histoire, notre langue, notre neutralité, que nous détenions de la Suisse pour avoir donné à Genève à la Confédération helvétique en 1815. Cette violence psychologique est partout présente en Savoie, car les autorités refusent de reconnaître la reconnaissance de notre drapeau offert par Malte en 1147 pour service rendu. Nous interdisent d'honorer nos morts lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre par exemple. Des gendarmes omniprésents nous contrôlent jusqu'à plusieurs fois par jour, nous séquestrent sur des parkings pendant plusieurs heures lors des cérémonies, nous suivent des journées entières, refusant de reconnaître notre nationalité savoisienne, réquisitionnant nos documents administratifs, usant de prétextes fallacieux pour établir des procédures et nous conduire devant des juges avertis, désireux de faire respecter le droit national au détriment du droit international. Des préfets préfèrent l'autoritarisme au dialogue. Pourtant, l'autodétermination des peuples n'est-elle pas inscrite dans la Constitution française? Chaque peuple subit l'influence propre au pays qui le domine. La démocratie tolère des violences psychologiques, souvent beaucoup plus sournoises que la dictature. Lorsqu'une nation peu nombreuse est unie à une grande nation, elle doit traiter d'égal à égal, sinon elle devient soumise. Une annexion deviendrait-elle systématiquement synonyme de soumission? Afin de mieux servir les minorités, les Nations Unies devaient définir le mot peuple ou permettre à ceux reconnus par l'UNPO de devenir membres observateurs de l'ONU et ainsi permettre aux minorités d'obtenir une protection internationale afin d'éviter toute dérive physique ou psychologique et permettre la création d'un processus en 3 parties pour son autodétermination: reconnaissance de la minorité, appréciation des revendications de la minorité, arbitrage entre la minorité et le pays ou le peuple dominant. Il n'y a ni grand peuple, ni petit peuple. Il y a des peuples et la reconnaissance de chacun est le seul moyen de les faire coexister. L'intégration n'est pas une renonciation du passé, mais l'acceptation d'un futur commun, construit en commun et non pas par la prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Et si l'intégration n'est pas possible, alors la séparation doit être la solution, car la finalité doit toujours être le respect de l'autre. En conclusion, comment un État peut-il être membre des Nations Unies lorsque des articles de sa Constitution sont contraires à la Charte des Nations Unies? Ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de problème qu'il n'existe pas. Hier, l'UNPO a fait le plus beau des cadeaux à mon petit-fils, à mes enfants et à moi-même. Ils se sont rendus à la prison de Bonneville. Ils n'ont pas pu voir Fabrice. Mais j'ai obtenu un parloir pour mercredi prochain, après 1 mois de séparation. Je remercie du fond du cœur Julie et Tommaso. De plus, j'ai pu avoir Fabrice hier à 13h15 au téléphone. Il m'a annoncé qu'il partait du quartier des arrivants. Pareil qu'il a battu les records.
pour aller dans le quartier des prisonniers de droit commun. Il fait toujours la grève de la faim, a arrêté la grève de la soif. Il a perdu une bonne douzaine de kilos. Il a beaucoup de difficultés parce que tout lui est refusé, que ce soit d'aller à la bibliothèque, que ce soit de prendre part à des activités. Il m'a expliqué aussi qu'il avait un très très bon contact avec les surveillants, mais surtout aussi avec les prisonniers, qui venaient lui demander qu'est-ce que c'était l'histoire de la Savoie. Donc bon, on ne s'inquiète pas, on sait ce qu'il est en train de faire là-bas. Il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il y avait autant d'agitation. Vu de l'intérieur, c'est la panique dans la fourmilière, m'a-t-il dit. Alors je lui ai expliqué ce petit remue-ménage. Alors je voulais vous présenter une petite nouveauté qui vient d'être finie, qui s'appelle le permis de circulation, donc qui va remplacer la carte grise française. C'est une ébauche, on travaille encore dessus. Voilà le petit futur. Je voulais aussi exprimer mon soutien de la part de mes enfants et de moi-même, à vous tous, par vos coups de fil, par votre présence, par vos dons. Je vous remercie vraiment et bravo pour votre solidarité. C'est pour parler en autre de droit international. Nous répondrons à vos questions et comptons sur l'UNPO, donc en la présence de Julie et de Thomason, pour vous expliquer les tenants et les aboutissants d'une reconnaissance à l'international. Quelques questions me viennent à l'esprit. Le traité de Paris de 1947 est-il un traité bilatéral ou tripartite? Le peuple savoisien est-il acteur du traité? La note verbale de 1948 est-elle un document opposable à l'administration et aux forces de l'ordre? Quelle est la procédure légale pour aller en cour européenne ou en cour internationale, soit des droits de l'homme, soit de justice de l'air? Je vous remercie. Bonjour à tous. Ça sera difficile de parler après Valérie parce que nous nous enchantons. Je m'appelle Thomas Onodari et je suis coordinateur de projet à l'Organisation pour les Nations et les Peuples non représentés, la UNPO. Je suis ici avec vous ce jour, avec mon collègue Julie Duval, pour vous faire un discours au nom de notre secrétaire général, M. Marino Bouzakine, qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui pour des raisons de santé. Il m'a demandé de vous présenter ses excuses pour son absence et il espère de vous voir dans une autre occasion bientôt.
Pour commencer, je voudrais remercier Madame Valérie Dujardil pour nous avoir invités, le gouvernement de l'État de Savoie ou la direction aux affaires savoisiennes et le peuple savoisien pour nous avoir invités à parler à cette réunion publique 2 jours après le 699e anniversaire de la naissance du duché de Savoie. La UNPO, notre organisation, est une organisation associative internationale non violente et démocratique basée à La Haye et à Bruxelles. Et nous devons travailler à Bruxelles spécifiquement. Ces 47 membres sont des peuples autochtones, des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et des territoires non reconnus ou occupés venant du monde entier. Tous ces membres se sont alliés pour protéger et promouvoir leurs droits humains et culturels, pour préserver leurs environnements et pour trouver des solutions non violentes aux conflits qui les affectent. Le droit à l'autodétermination est l'un des principes les plus importants défendus par la UNPO. L'autodétermination est le droit d'un peuple à décider de sa propre destinée dans l'ordre mondial, de son organisation politique et de sa relation aux autres groupes. Aujourd'hui, en théorie, l'autodétermination est considérée comme un principe fondateur du droit international coutumier, essentiel au maintien des relations amicales et pacifiques entre les États, et par conséquent édicté par plusieurs traités internationaux. Toutefois, il est en pratique très controversé, comme vous savez très bien. Les États souverains, aujourd'hui acteurs principaux sur la scène du droit international public, s'y opposent fortement, en particulier quand ils menacent leur propre intégrité territoriale. Plusieurs de nos membres représentent des groupes minoritaires opprimés ou discriminés dans le pays dans lequel ils vivent. Bien souvent, ils ne sont pas autorisés à soulever la question ou à manifester en faveur de la protection de ce droit. Dans plusieurs cas, ils ne sont pas non plus autorisés à parler d'eux-mêmes en tant que peuple ou nation, du fait de la volonté du gouvernement central de leur pays, qui pousse fortement pour que seule une nation existe et soit reconnue, et pour qu'elle soit aussi homogène que possible. Dans de nombreux États, par conséquent, les particularités de la culture différente et souvent minoritaire sont étouffées. Nos membres ne sont pas autorisés à étudier dans leur propre langue ancestrale et dans certains cas, ils n'ont pas le droit de la parler. Les célébrations culturelles et les rassemblements traditionnels sont découragés, sinon interdits. Les chefs des communautés et les autorités spirituelles sont maintenus à l'écart de population, ou en tout cas visés, parfois même dans leur sphère privée, afin de les dissuader de plaider leur cause. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux membres du gouvernement provisoire de l'État de Savoie, dont l'une des figures majeures, M. Fabrice Dujardil, a été arrêté le 28 janvier 2015 à la suite d'une manifestation pacifique dont il n'était pas l'initiateur. Aujourd'hui incarcéré dans des conditions qui restent floues, il est clair que sa mise à l'écart est le fait de motivations plus politiques que judiciaires. La UNPO se prononce fermement contre cette mise en détention injuste qui bafoue le droit de chacun à un procès juste et équitable et qui est disproportionnée aux manifestations de désobéissance civile qu'elle veut réprimer. Les membres de la UNPO ont des caractéristiques et des aspirations radicalement différentes et c'est impossible de généraliser. Toutefois, ils partagent tous un manque de représentation adéquate. Ils ne sont pas reconnus en tant qu'États indépendants par la communauté internationale et ne sont par conséquent pas représentés aux Nations Unies et devant les autres grandes instances internationales, l'Union européenne incluse. Toutes les communautés qui réclament le respect de leur droit à l'autodétermination n'aspirent pas à l'indépendance. En effet, la plupart des membres de la UNPO ne la souhaitent pas. Par exemple, le peuple ahwazi et les Sud-Azerbaïdjanis demandent la reconnaissance de leur culture et de leur environnement par l'Iran, où ils habitent, ainsi que le respect de leurs droits humains. La UNPO soutient ses membres dans leurs différentes revendications d'autodétermination et lutte pour leur reconnaissance et pour que possibilité leur soit donnée de s'exprimer et d'avoir le choix. C'est pourquoi l'UNPO demande instamment aux autorités françaises de réexaminer le cas de M. Dujardil de façon objective et d'autoriser sa remise en liberté dans l'attente d'un procès libre de toute interférence politique. En plus de 24 ans d'activité, la UNPO a aidé beaucoup de nations non représentées et de peuples à atteindre certains de leurs objectifs ou à améliorer leur situation de façon significative. L'Estonie, la Lettonie, les Palau, le Timor oriental, la Géorgie et l'Arménie sont autant de pays aujourd'hui pleinement indépendants et membres des Nations Unies.
Toutefois, ça n'était pas le cas lorsqu'ils ont rejoint l'UNPO et notre organisation les a aidés dans leurs activités de plaidoyer afin qu'ils puissent atteindre ce statut. Dans d'autres cas, la UNPO a été la première organisation à se rendre sur le terrain dans le cadre de missions d'enquête, comme dans le cas du Rwanda pour ce génocide. Nous avons par ailleurs soutenu plusieurs membres dans des batailles plus pressantes, à travers de rendez-vous de plaidoyer sur des problématiques ou événements spécifiques, afin de sensibiliser le public à leur lutte. Ces derniers mois, nous avons par exemple fait du lobbying auprès du gouvernement mauritanien, afin qu'il libère le chef Aratim Biram Dahabeid, activiste anti-esclavage arrêté lors d'une manifestation, ou les Sud-Azerbaïdjanais dans leur bataille environnementale au sujet de la situation dramatique du lac Urmia. La Savoie est membre de la UNPO depuis juin 2014. La UNPO soutient l'organisation gouvernement provisoire de l'État de Savoie, aux directions aux affaires savoisiennes, dans sa lutte pour être entendue par le gouvernement national de Paris et par l'Union européenne. Nous comprenons sa bataille visant à engendrer une sensibilisation internationale à ces revendications et nous sommes impatients de la soutenir à travers nos activités. Les minorités européennes sont largement ignorées par la communauté internationale, tandis que leurs propres pays nationaux s'opposent souvent à leurs revendications, tout particulièrement quand elles demandent une reconnaissance officielle ou l'indépendance. Le droit à l'autodétermination, que tous les États européens ont accepté de respecter, est sacrifié en faveur de la seule intégrité territoriale de l'État. Ajouté à cela, la plupart des États balayeront d'un revers de la main toute tentative par un autre État de se confronter à cette question, la considérant comme une seule question interne. Par conséquent, une part importante de notre travail consiste à se débarrasser de la stigmatisation systématique que subit toute discussion autonomiste. L'année dernière, au moment où le Corse faisait face au référendum pour décider de son futur, plusieurs autres États européens ont clairement déclaré qu'ils n'auraient jamais concédé une option telle que celle-ci à leur propre minorité autonomiste. Néanmoins, la UNPO est convaincue que chaque peuple devrait avoir le droit de décider. Toute nation devrait pouvoir choisir son gouvernement et sa relation aux autres communautés. Pourquoi est-ce si difficile pour les États nationaux d'écouter leur minorité au lieu de les faire taire? La UNPO et le gouvernement de l'État de Savoie travailleront ensemble à l'amélioration de la situation des Savoisiens et afin que le peuple savoisien puisse être entendu. Merci. Allez, on répond à... Si vous voulez, allez-y. Alors, donc au sujet de la première... Didier, donne-leur un... Voilà, vous allez dire. Je te bouge par le... Alors bonjour messieurs dames, bonjour messieurs les représentants, messieurs dames. Donc je m'appelle Christophe Rassard, je suis vice-syndic de la Confédération savoisienne. C'est la distribution de la ville savoisienne le plus vieux mouvement en Savoie politique. Alors pour les autres, comme vous ne connaissez pas mon nom et mon prénom, je suis connu plus sur Teufinel Sapardia parce que c'est la Savoie qui m'a élevé par mes parents. Et je suis très fier de faire partie de ce pays. Alors, je suis venu ici, là, poser quelques questions. J'ai le droit d'en poser un peu. Donc, j'en ai pour monsieur Thomas Gaga, de l'ANH. Donc, déjà, j'aimerais savoir sous quel statut vous êtes régi et où sont-ils déposés? Le statut, c'est 1901. D'accord, donc vous êtes sous statut français. Ouais. Parce que dans l'idée, ce qui me dérange un petit peu, c'est que vous cherchez à vous battre contre une administration et vos statuts sont enregistrés sous cette même administration. Alors je vais finir, juste dans l'idée, c'est arrivé un moment, si votre organisation dérange trop l'administration sous laquelle elle est enregistrée, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de... Non, si vous voulez, l'objectif, comme je l'ai dit, de l'ANH, c'est la reconnaissance des peuples minoritaires et leur droit à l'autodétermination. C'est l'objectif de cette association de Nations Hexagone. Ces objectifs rentrent dans les cadres de ce que la France a signé à la Charte de l'ONU. Donc, on joue sur la loi 1901, c'est vrai, on n'a pas le choix, mais on réclame des statuts qui sont nos droits. Donc on utilise les lois
que la France doit appliquer. On se sert des lois françaises pour qu'ils appliquent eux-mêmes ce qu'ils n'appliquent pas, ou ils donnent des leçons de morale sur le monde entier, ce qu'ils n'appliquent pas. Bien sûr, mais vous savez quand même que l'article 3 des statuts de l'association 1901 définit clairement que tout ce qui portera atteinte à l'unité et l'indivisibilité de la République sera réprimé. Là, pour l'instant, alors, si vous voulez, moi en tant que porte-parole, j'expose juste les faits, ce qui s'est passé. Là, pour tout ce qui est section droit, économique, culturel, j'ai des conseillers stratégiques. Jean-Pierre Lemaitre qui lui dirige, par exemple, l'Institut Lecar, la section droit, qui entraîne, on va dire grosso modo, pour résumer, je vais vous faire un cours sur la Bretagne, qui met les jeunes de Sciences Po de Paris, il fait à la Bretonne, on va dire. Et pour tout ce qui est côté culture, art et tout ça, j'ai Jean-Louis Lecuf, qui est membre syndical, qui crée les élections nationales en 2016, qui veut aussi de maps, enfin, les musées et tout ça. Ça, ce sont eux les conseillers stratégiques qui répondront. J'ai pas prévu pour les questions, si vous voulez, sinon j'aurais ramené les conseillers stratégiques, ceux qui seront à même de vous donner les lois et les procédures qui font que cette association est validée. Si ces gens-là qui me suivent depuis les vieux de la vieille, qui sont des militants dans tous les réseaux, on a étudié les trucs avant, quoi. Donc là-dessus, la campagne commencera début mars, donc c'est compliqué pour moi d'en dire trop sans mes conseillers, si vous voulez. Ouais, bah, de toute façon, je sais où aller les chercher pour leur poser la question. Je leur poserai la question directement sur les réseaux sociaux éventuellement. Pas de souci, bien sûr. Ouais. Merci. Monsieur Gunther, oui. On vous remercie, le peuple d'Alsace, de nous avoir accueillis chez vous. Nous y sommes venus avec la Confédération savoisienne lors de la première manifestation contre la réforme territoriale. Celle du 28 juin ou celle du 11 octobre? Celle du 11 octobre. D'accord, la kermesse organisée par l'UMP, quoi. C'était un peu ça, effectivement. Ouais. Il y avait des beaux drapeaux bleu, blanc, rouge partout, mais enfin. C'était un peu leur but. Voilà, tout à fait. Et on a été accueillis par une de vos administrées, mademoiselle Julie Loret. Et je ne sais pas si vous la connaissez, mais... Pas personnellement, c'est une qui fait partie des Alsaciennes Réunies, non? C'est ça? C'est ça, ouais. Les dames d'Alsace. Disons, il y a un peu une mosaïque de collectifs qui se sont créés par rapport aux manifs, des gens qui se sont sentis l'obligation morale de créer des collectifs et des groupes. Donc là, effectivement, on est en train d'essayer de voir comment fédérer tout ça sans être infiltré par le gouvernement, quoi. Qui tente de nous diviser d'ailleurs, ça on le sent très très bien, qu'il y a des tentatives de déstabilisation, des choses qui sont, des bruits qui sont répandus, méfiez-vous de celui-ci, de celui-là, machin, ceci, cela. Néanmoins, on vous remercie, et on est très fiers de faire équipe.